Hop. Allô, Oui, bonjour, bonjour Jessica. comment allez-vous? Très bien, merci et vous? Eh ben bien, je suis enchantée, je suis très touchée là, j'ai une petite émotion qui passe. Ça me fait très très plaisir de pouvoir vous parler. Je vous remercie beaucoup pour votre temps et votre gentillesse. Ah ben avec Ouais. plaisir. Je suis heureuse de pouvoir participer aussi à votre podcast. Ça me touche beaucoup. Ben, c'est gentil parce que je vous ai découverte vraiment peu après le moment où ma vie à moi a basculé, vraiment Oui. dans les semaines à peine qui ont suivi ce moment-là et vous m'aviez marqué parce que je m'étais dit mais waouh, cette personne elle est tellement solaire, tellement lumineuse et bienveillante et bien aujourd'hui en fait de vous avoir ça me alors que je me redescende un petit peu là. Mais vraiment merci pour en fait, partager sur de nombreuses interviews à travers vos ouvrages, etc., un petit peu cette vision, nouvelle vision de la vie que vous avez, parce que euh, voilà, ce changement de perspective, j'ai dû le faire aussi, et ça m'a Oui. beaucoup aidé. Oui. Oui. Merci à vous pour ce retour. Je pense qu'effectivement, c'est important. C'est pour ça que je souhaitais aussi participer à votre Mhm. podcast parce que je trouve que c'est une belle idée de pouvoir partager sur cette thématique-là Mhm. qui concerne tout le monde en fait. Et voilà, donc c'est moi qui vous remercie en fait d'avoir eu cette idée et puis de m'y avoir invité également. Voilà. C'est, merci à vous. Ben, non, mais de rien. C'est vrai que quand je vous ai contacté, c'était au mois de peut-être septembre, octobre. Il y a plusieurs mois qui sont passés depuis. Et, euh, et entre-temps, voilà, je me suis reconvertie. Et là, je viens de m'installer en tant qu'accompagnante du deuil. D'accord. Et donc l'idée du podcast, faut que je réenregistre une autre saison parce que du coup j'ai été la tête dans le guidon là avec les formations et le développement de ce projet. C'est vraiment de libérer la parole autour des tabous de tout ce qui touche à la mort. Donc Oui. d'où le deuil et spiritualité Oui. qui sont pas nécessairement inclusifs. Et ce qui d'ailleurs, oh, je vais éteindre mon imprimante. Ce qui d'ailleurs peut me poser des soucis pour inviter des personnes en interview, c'est que quand j'essaye de parler à des personnes qui sont plus du côté psy ou plus du côté soins palliatifs, etc., ils regardent et ils disent, oh ouais, vous avez interviewé une médium, vous faites la... Donc, je dis, ben ouais, mais c'est pour présenter un petit peu toutes les facettes. Ben, Oui. comme dans votre image du cylindre qui projeté sur le mur peut être un rectangle ou un rond, etc. Je me dis, en fait, c'est en ayant vraiment plusieurs points de vue que les gens après se forgent leur opinion. L'idée, c'est de donner les informations et puis d'encourager Exactement. la réflexion. Oui, c'est ça, exactement. Je pense que c'est important que chacun puisse présenter son regard, finalement, son point de vue. Ça parle ou ça parle pas ensuite aux personnes. Et chacun, comme vous dites, pioche dans ce qui fait sens pour lui, finalement. Et là où il en est, alors, sur son chemin de vie. C'est vrai, c'est important. Ouais. Je ne sais pas si vous m'entendez bien ou est-ce qu'il vaut mieux que je mette mon micro, comment ça s'appelle? J'ai un fil avec un petit micro. Est-ce que le son est bon pour vous? Pour moi, il est parfait. Ah Ah tiens, bah super, ça me alors permet de je vais pas regarder le les mettre. niveaux. Je suis plus forte que vous. Je vais juste baisser ma molette à moi. Je vois que vous êtes sacrément équipé, hein. Oui, parce que je fais des podcasts depuis 2014, mais D'accord. à l'époque, c'était dans un autre thème, puisque j'étais enseignante de français langue étrangère. Donc j'avais deux podcasts. Donc j'avais déjà l'équipement quand j'ai décidé de commencer l'année dernière le nouveau podcast de spiritualité. D'accord. Super. Alors Fabienne, vous, votre vie a basculé, et on va y revenir, il y a 20 ans, en 2004. D'abord, est-ce que vous pouvez un petit peu décrire le contexte dans lequel vous avez grandi et votre parcours, euh, notamment sur vos croyances, votre appréhension, votre vision de la vie? Oui. Alors, je suis née dans une famille qui n'avait pas ni spiritualité ni religion, donc pas du tout, enfin des gens plutôt matérialistes, on va dire, très ancrés, très terre à terre. Et j'ai un parcours de scientifique parce que voilà, j'étais plutôt douée pour ça et puis j'aimais comprendre les choses.
Donc, en fait, j'ai fait une école d'ingénieur en sciences et génie des matériaux. Et comme je voulais travailler dans le milieu de l'énergie, et ben, j'ai fait ma carrière, en tout cas, du moins une partie de ma vie dans ce domaine-là, dans le domaine de l'ingénierie nucléaire pendant 15 ans. Et j'ai changé de métier il y a 10 ans de ça, pour aller vers l'accompagnement humain, en fin de compte. Qui Voilà. reste dans les énergies, en fait, d'une certaine façon, hein. Mais Mm. exactement, c'est tout à fait parce que, en fait, tout d'abord, je me suis orientée vers la sophro, la sophrologie, qui permettait finalement de sortir du cadre du milieu de l'entreprise de façon très euh, Douce, un petit peu une transition douce. transition douce. Ouais. Ouais, on peut dire que c'est ça et puis acceptable. Alors que quand on parle d'énergétique, les gens se disent c'est quoi ça l'énergétique? On fait appel à quoi, etc. Ça fait poser beaucoup de questions. Et en fait, effectivement, je me suis formée à l'énergétique parce que en fait, j'ai découvert que j'avais des choses qui se passaient dans mes mains suite à l'intervention sur un motard lors d'un accident. Et puis après, ça m'a fait poser question. J'ai cherché à comprendre. Et donc, je me suis formée. Et puis, bah voilà, c'est effectivement aujourd'hui, je propose des séances de sophrologie et d'énergétique et plus largement euh, un espace d'écoute pour les personnes qui vivent des caps, des transitions de vie professionnelles, personnelles, donc en lien avec la maladie, en lien avec des deuils également, en lien avec voilà tout blocage également, ou questionnement, ou sens de la vie, et également des personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente ou qui ont des perceptions extrasensorielles, qui se sentent du coup accueillies, écoutées et comprises et non jugées surtout. Oui. Parce que on reste quand même en France dans un monde très cartésien, ce qui est bien aussi, hein, je dis pas. Au contraire, moi je viens de ce milieu et je reste aussi ancrée et cartésienne et un esprit scientifique, mais avec cette ouverture justement sur le monde invisible, hein. Et les deux ne sont pas incompatibles à mon sens. Mm. Mm. Et même au contraire, puisque on donne souvent l'image de l'arbre en fait, qui, alors donc si on est très tout dans la spiritualité, l'ésotérisme, on dit des gens qui sont un peu perchés parce qu'ils sont hauts, puis on peut sentir ce type de personnes, même à la façon dont ils vont parler, ce qu'ils vont dégager. Mais il faut pas oublier que pour pouvoir s'élever, il faut aussi avoir les pieds bien ancrés et des racines. En fait, plus les racines sont profondes, plus on peut s'élever. Et ce qui est intéressant avec votre profil, puisque donc vous étiez ingénieur dans le nucléaire, mais qu'on va parler aussi euh, du monde de l'invisible, de l'existence potentielle d'une après-vie, etc., sans vouloir imposer quelconque croyance, mais c'est toujours pour nourrir la réflexion et partager en fait des témoignages. Ce qui est intéressant dans votre profil, donc, c'est que vous êtes voilà, cartésienne de base, avec un esprit scientifique, tout comme une des invitées précédentes qui est Evelyne Elsaesser, une chercheuse qui a fait beaucoup de recherches sur les vécus subjectifs de contact avec un défunt Mhm. dans une démarche rigoureusement scientifique, documentée avec des questionnaires, etc., etc. Mhm. Ça permet de, je pense, ça, on n'a pas parlé de preuves, mais c'est la source est peut-être plus fiable pour des personnes cartésiennes. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Je pense que c'est important de pas, effectivement, vous avez raison, de ne pas passer d'un univers à un autre univers et qu'ils soient séparés, ces univers, hein. À mon sens, de toute façon, pour moi, l'être humain est plusieurs facettes, plusieurs dimensions en lui, à travers son mental, ses émotions, son corps physique, corps énergétique, et puis l'aspect spirituel, c'est-à-dire, à mon sens, c'est l'âme, hein. Je me permets Mhm. d'utiliser ce terme-là, au-delà même du sens religieux, hein. Voilà, c'est cette lumière finalement qu'on a en nous et qui nous accompagne en fin de compte durant toute notre vie et qui continue après la vie, notre vie sur Terre et donc après notre mort biologique, hein. Donc oui, la spiritualité, il faut qu'elle soit incarnée effectivement et dans notre corps. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Sinon, on serait des purs esprits et on ne serait pas incarnés, quoi, si on était purement spirituel à 100%.
Alors, vous dites avoir grandi sans religion et sans spiritualité. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait pour vous après la mort? Qu'est-ce qui se passait? Pour moi, il n'y avait rien. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, quand j'étais jeune, j'ai eu des deuils, bien évidemment, familiaux, amicaux. Mais quand j'en parlais à mes parents, voilà, bah, en fait, il y avait rien. Enfin, il y avait pas de, il y avait même pas de sujet à débat ou discussion sur le sujet. C'était tabou. Voilà, il y a beaucoup de sujets tabous. Je suis issue d'une famille bretonne assez taiseuse, bien qu'il s'ouvre maintenant de par aussi mon parcours. Mais à l'époque, non, c'était compliqué. Donc, ben, la vie s'arrêtait tout simplement et puis ben, il fallait penser à la vie sur Terre et puis c'est tout quoi. Il n'y a rien d'autre après la mort. C'était vraiment ça. Donc moi, j'avais pas du tout d'ouverture particulière sur ces questions. Et je faisais mon boulot classiquement d'ingénieur. J'avais un quotidien classique quoi, sans me préoccuper, sans me poser de questions sur tout ça. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ce fameux jour de janvier 2004 où tout a basculé? Oui, alors c'était en février 2004. Effectivement, alors moi ça s'est passé au travail, donc en fait je fais un malaise cardiaque et j'ai perdu conscience subitement je suis tombée violemment sur la tête en arrière, mais je n'ai absolument aucun souvenir de ma chute et je suis instantanément en fait, passer dans un autre espace lumineux, blanc, sans aucune limite. Et j'étais attendue. En fait, j'ai ressenti, et c'est ça qui est surprenant, et c'est vrai qu'à chaque fois que j'en parle dans les interviews, je me dis, mais c'est fou parce que j'avais conscience, j'étais morte. C'est bizarre de se dire ça. J'étais morte et je me suis dit ça. Je suis morte, j'avais conscience de ça. Et j'avais des personnes face à moi qui m'attendaient disposés en arc de cercle, desquels émanait un grand amour, hein. Et j'étais extrêmement bien dans un état de félicité. J'ai pas d'autre terme que ça. C'est compliqué de mettre des mots dessus parce que c'est un amour qui est extrêmement puissant et que je n'ai jamais vécu sur Terre, ni avant cette expérience, ni après. Euh, et en fait, je retrouvais mon chez-moi. Je revenais à la maison. Ça, c'est assez surprenant. C'est-à-dire que c'est un sentiment de retour à la maison. Oui, que beaucoup d'expérienceurs décrivent comme Oui, ça. Ils sont aussi également dépourvus. Vous êtes la première que j'interviewe pour ce podcast, mais j'ai écouté beaucoup de témoignages, lu également. Ces deux notions-là, celle de retour à la maison et également celle de- le fait de peiner pour trouver des mots qui n'existent pas pour décrire l'amour que vous ressentez. Ça revient très souvent. Euh, Ce qui m'appelle, du coup, on reviendra, mais à cette autre question de puisque vous n'avez jamais pu retrouver cette sensation d'amour que vous avez éprouvée alors, est-ce que euh, ça, ça vous frustre dans votre vie terrienne incarnée? Est-ce que vous languissez de retrouver ce sentiment? Est-ce que ça vous désarme par rapport aux personnes que vous aimez euh, ici? oui, alors, euh, frustrée, c'est peut-être un peu fort comme terme, à mon sens, mais j'ai une sorte un peu de nostalgie Mm, et je trouve que forcément, la vie sur Terre en fait, est fade en termes d'intensité. Parce que d'accord. c'est ça aussi, si vous voulez, tout était presque décuplé et avec une grande lucidité et une intensité de conscience aussi. Et du coup, j'ai ce sentiment d'être enfermée, en fait, si vous voulez, sur Terre, dans quelque chose, bon, bah, bien sûr, dans mon corps, et puis avec la maladie, avec la douleur, avec les souffrances. Avec voilà, les difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie. Et forcément, c'est quand vous avez vécu cette forme d'absolu, Mm, que vous revenez dans quelque chose qui est extrêmement enfermant
et qui peut être triste aussi. Euh, c'est compliqué. Et d'un autre côté, je sais que je le retrouverai, cette autre maison, au moment de ma mort, en fait, ma mort biologique. Donc, pour ça, pour moi, c'est une joie, du coup, une joie intérieure de le savoir, hein, que je continue à vivre et surtout que je le retrouverai, cet état. Je crois que c'est ça qui m'a le plus euh, transformée également, habité. Euh, ouais. D'accord, merci. Vous avez parlé de personnes en arc de cercle qui vous attendaient. Vous avez pu en identifier Alors non, je sais pas. Ce ne sont pas des défunts. Pour moi, ce ne sont pas des défunts, ce ne sont pas des personnes de ma famille ou des amis. C'est des êtres, pour moi, d'une grande sagesse. Une famille à laquelle j'appartiens. D'accord. Parce que vraiment, je savais que eux, en fait, me connaissaient parfaitement. Et même si moi, j'avais l'impression de ne pas les connaître, mais je sentais que je faisais partie d'eux. C'est pareil, je peux pas expliquer. C'est ça qui est bizarre. Et c'était des sensibilités, des énergies masculines et féminines, en fait. Voilà. Et il y avait un être plus charismatique au centre, énergie masculine. Pourquoi je dis plus charismatique? Parce que c'était en termes d'énergie, hein. C'est pas je ne peux pas exprimer autrement, de puissance d'énergie et d'amour, qui émanait en fait de cet être. Mhm. Et alors, est-ce que c'est mes guides? Voilà. Est-ce que pour moi, ce sont en tout cas des êtres qui me suivent, qui m'accompagnent dans mon quotidien et qui sont là pour m'aider. Voilà, voilà, c'est mon ressenti en fait. Mhm. Mhm. Certaines personnes qui font des expériences de mort imminente reconnaissent des membres de leur famille qui sont déjà décédés, où il y a aussi les visions avant décès, hein, typiquement dans les chambres d'hôpital, etc. Euh, voilà, donc c'est un petit peu, c'est pour ça que je vous demande si vous les aviez identifiés. Donc là, par contre, il y a tout un éventail de réponses selon les personnes qui ont. Donc on appelle, je précise, expérienceurs, les personnes qui ont vécu une EMI, expérience de mort imminente, ou une NDE en anglais, Near Death Experience, c'est le terme équivalent. Euh, et ben justement, quand j'ai écouté vos témoignages, donc vous parliez de votre EMI, mais je vous avais jamais entendu dire euh, que vous aviez pensé que vous étiez morte. Du coup, je m'étais posé la question, est-ce que vous avez été Non. cliniquement morte ou est-ce que c'était état de conscience modifié ou comment vous qualifieriez Non, cet état? alors, non, c'était pas un état. En fait, c'est passé au travail, hein. Je n'avais pas d'électrode sur moi quand j'ai fait mon malaise cardiaque et que j'ai perdu conscience, en fait, si vous voulez. Et après, j'ai repris connaissance. De Euh, vous-même? oui, Ouais. bah, il y avait un secouriste qui était sur moi, formateur en secourisme. D'ailleurs, c'est pour ça qu'après, j'ai voulu rendre ce qui m'a été donné. Je me suis investie beaucoup dans le secourisme. Bah, Ah, j'ai arrêté en 2020. Mais c'est ce qui m'a, voilà, pour moi, c'était important de rendre d'une certaine façon ce qui m'avait été donné, ce retour à la vie. Mais non, j'ai pas été à l'hôpital. Alors oui, j'ai fait des examens médicaux, mais je n'ai pas été transportée à l'hôpital pour inconsciente pour voilà être réanimé. avec une réanimation, etc. Non. Mhm. Par contre, les hypothèses qu'ont émis les médecins, c'est qu'effectivement mon cœur s'est arrêté en fait pendant je ne sais pas, plusieurs secondes probablement. Donc, ça a créé comment dire, l'arrêt de l'oxygénation au niveau du cerveau et ma chute. Ah oui. Bon, voilà, ils ont émis cette hypothèse que ce serait une syncope comitale, en fait, donc avec une partie un peu comateuse finalement. Mais voilà, c'est compliqué parce que je n'ai pas eu, encore une fois, ni les électrodes sur mon cœur, ni l'électroencéphalogramme. Mhm. Donc, intérieurement, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais du coup, vous l'avez pensé. Vous aviez cette capacité d'esprit, comme si vous étiez ouais, hors de votre corps et vous avez vu, remarqué que Ah vous oui, étiez morte, quoi.
Oui, en Mm, fait, si vous voulez, je me suis pas vue au-dessus de mon corps. Disons que je n'ai pas ce souvenir, en d'accord. fait, si vous voulez, de m'être vue au-dessus de mon corps. Euh, il y a certains expérienceurs qui, effectivement, se voient au-dessus de leur corps, voient un tunnel dans lequel ils vont Mm, aller, il y a des défunts qui les attendent pour ensuite aller à la lumière. mm, Moi, je suis allée direct dans mm, la lumière, en fait, si vous voulez, avec des êtres qui m'attendaient, une musique aussi. J'ai entendu une mm, musique céleste magnifique. Ça n'a, c'est encore différent de se voir au-dessus de son corps, hein. Alors, deux hypothèses. Soit je suis allée directement dans la lumière et donc je ne suis pas passée par l'étape de enfin, décorporation et puis le tunnel. mm. Soit je n'ai pas de souvenir parce que mon cerveau, c'est un filtre. Ouais. Donc, il est possible qu'il ait coupé Mm, pas mal de choses, étant donné que je reste quelqu'un, encore une fois, de très cartésienne rationnelle et j'ai un mental, malgré tout, qui est bien présent et qui, je le sais, on me l'a déjà dit, hein, voilà, qui faisait beaucoup barrage en fin de compte. mhm. Donc, lorsque, du coup, quand vous êtes revenu, en tout cas ici, est-ce que, puisque vous êtes différente aujourd'hui de la personne que vous étiez il y a 20 ans, ce changement, il s'est fait immédiatement? Ça a été une bascule immédiate ou il s'est fait progressivement? Alors, je vais pas vous faire une réponse de Normand, mais en fait, tout Ouais. dépend de quel type de changement on parle. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, les premiers temps, en fait, moi, encore une fois, étant revenant dans mon corps, revenant dans, je n'avais pas du tout de référentiel, si vous voulez, pas de passé ni religieux ni spirituel. Euh, pour moi, je comprenais pas ce qui s'était passé. Vous n'en Voilà, aviez jamais entendu parler, en fait. non, Mm. sauf par un ami au Canada qui avait tenté de me... Il a eu un accident, un grave accident de voiture quand il était en Afrique. Et il avait essayé de me parler de ça à l'époque, mais moi j'étais fermée. Donc tout de suite j'avais barré, j'étais pas du tout réceptive. Et c'est après, quand j'ai vécu mon expérience, que je l'ai recontacté et c'est lui qui m'a mis ce mot d'expérience de mort imminente. Il m'a même dit, au début, il m'a dit, tu as vécu une épiphanie. C'est comme une apparition, en fait. C'est un terme plutôt religieux avec Mhm. des apparitions. Et il m'a dit, voilà, il faut que tu lises les livres de Raymond Moody, La vie après la vie. Et c'est comme ça, en fait, parce que j'avais besoin de me raccrocher à la science. Je voulais pas aller ni dans un cadre religieux, ni dans le cadre ésotérique. J'avais mon fichu mental qui me ramenait en disant, il faut que j'essaie de comprendre qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a des études qui ont été menées, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu ça, etc. Et en même temps, étant quelqu'un d'introverti, même si aujourd'hui ça apparaît moins parce que forcément je témoigne, Mhm. je publie, etc. Mais euh, j'étais très timide à l'époque et donc pour moi, je gardais tout ça à l'intérieur de moi. Donc j'ai mené ma propre quête, enquête, j'allais dire à l'intérieur de moi. Moi, j'avais toute une vie intérieure développée par rapport à ça. C'est-à-dire, j'avais mon boulot d'ingénieur et puis le soir, bah, je lisais mes bouquins. Donc, voilà, et j'ai demandé à rencontrer des personnes, etc. Et j'ai cheminé comme ça. J'ai cheminé comme ça pour pouvoir avancer, pour pouvoir comprendre et intégrer. Et je n'ai pas changé de métier à l'époque parce que j'étais très bien dans mon métier d'ingénieur, mais je continuais à vivre. Et ça, c'était aussi dingue, parce que des fois, j'ai l'impression de devenir zinzin. C'est-à-dire, j'avais des signes, j'avais des synchronicités, j'avais des infos qui me venaient. Et je peux vous dire que quand vous avez personne à qui parler de toutes ces choses-là, eh ben, c'est hyper perturbant. Parce que on se dit, mais est-ce que je deviens folle? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est mon mental qui construit ça? Est-ce que... Et voilà, c'est pour ça que c'est très important de continuer à cheminer de manière très ancrée, comme vous le disiez tout à l'heure, avec des racines, parce qu'il y a des gens, ils peuvent vraiment vriller complètement. Mm. Et il y a Oui. des personnes qui vrillent. Moi, je connais quelques personnes, voilà, qui ont malheureusement fait de la psychiatrie parce qu'ils n'ont pas été écoutés en lien avec cette expérience, parce que c'est inentendable pour certains médecins, parce que on va régler ça à coups de médicaments, Et- etc. Mais non, Mm. mais non.
et la personne, c'est réel. Comme moi, c'était réel. C'est plus Mm. réel que ce que notre réalité là. Pour moi, notre réalité dans laquelle on est là aujourd'hui, c'est un bout, un petit fragment d'une réalité beaucoup plus vaste. Donc, et c'est en ça peut-être que ça peut être un peu frustrant, effectivement, de se dire qu'on est, on est enfermé dans quelque chose. Et d'un autre côté, il y a un sens probablement à tout ça. Et on doit vivre notre vie sur Terre, dans notre corps. Voilà, pardon, je suis en train Ouais, continuez, de continuez. m'éloigner peut-être de votre question, mais... On a dit, on peut digresser autant qu'on veut, pas de problème. Parce que des fois, je pars comme Je vous ça. suis. Moi, je vous suis. Ok. Allez-y. Donc, donc oui, voilà, j'ai cheminé du coup intérieurement. Euh, L'extérieur, en fait, m'envoyait des signes, ce que j'ai appelé des informations. C'est-à-dire, je m'amusais à poser des questions, puis j'avais des réponses. Ouais, Donc pour moi, il y avait une interaction avec l'univers, on va dire, peu importe comment on va l'appeler, l'extérieur de soi, qui répondait finalement par un effet de résonance. Et, euh, et donc voilà, donc je notais tout sur un cahier parce que j'avais besoin en fait de pouvoir avoir un recul sur ce que je vivais. Et donc je notais dès que je vivais des trucs bizarres, hein, ce que j'ai appelé moi mes bizarreries, de manière affectueuse. Ça m'a aidé le fait d'écrire pour ensuite me dire, OK, qu'est-ce que de ce que je vis là, qu'est-ce qui est complètement hors de mon champ, du champ de réalité d'aujourd'hui, et qu'est-ce qui est vraiment de cette autre réalité qui me vient me donner ces informations. Et en fait, je me suis rendu compte que tout venait de l'autre côté. ouais. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien de fou, en fait. Et voilà, et en fait, je devenais de plus en plus, au niveau de ma transformation, si je reviens à votre question, je devenais de plus en plus sensible, en fait. Je Mhm. devenais de plus en plus empathique et à ressentir les émotions des personnes et être un peu comme une éponge, hein, au point que parfois bah, j'étais submergée. Et voilà, et j'ai développé une intuition aussi très forte avec des infos voilà, qui peuvent venir, mais je ne contrôle pas. Je préfère dire ça parce que des fois, il y a des gens qui me disent, vous faites de la médiumnité. Je dis non, je ne fais pas du contact de défunt. Je peux ressentir, je peux avoir des infos qui viennent, mais ça me tombe dessus et je ne le cherche pas. Oui, c'est pas sur commande en fait. C'est pas Ouais, sur ouais. commande et je pense pas que ce soit ma route. En tout cas, aujourd'hui, ça ne l'est pas. Euh, voilà, c'est pas ce qui m'est proposé, du moins aujourd'hui, sur mon chemin. Et voilà, et au bout du coup de 15 ans de mon métier d'ingénieur, avec différents postes, je me suis dit, mais ça n'a plus de sens. Pour moi, ça ne faisait plus sens. Je m'ouvrais de plus en plus à cet invisible, en fait, si vous voulez, et je voulais aller vers l'accompagnement des personnes. Parce que pour moi, c'est ça, c'était là qu'était la vraie vie, Et oui. comme vous. Ben, là, oui. Comme votre changement de vie également. Oui. Parce Mm. que finalement, c'est ça l'essentiel, hein. C'est l'humain, l'essentiel, hein. C'est pas la machine, enfin la machine ou tout ce qu'on peut créer à côté. Pour moi, doit venir en appui à l'humain, mais pas, ça doit pas prendre toute la place. Mm. Donc voilà, et voilà, pour faire simple, enfin pour essayer un peu de résumer les choses. D'accord. Alors, vous m'avez, grâce à votre digression pour laquelle vous vous êtes excusé, vous m'avez fait euh, remonter une question que j'aurais pas pensé à vous poser, mais celle du sens. Oui. Comment vous interprétez aujourd'hui le sens de votre malaise, de votre expérience? Est-ce que vous avez pu établir en fait pourquoi vous avez fait une EMI? Qu'est-ce que on essayait de vous dire, de vous faire comprendre? Alors, je pense que cette EMI qui a été violente en fait, hein, qui a été violente parce que ce qu'il faut préciser également, c'est qu'on peut vivre une EMI. Alors même ce terme aujourd'hui est en train de changer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément besoin de frôler la mort hein, pour pouvoir vivre hein, finalement une Mm. ouverture, un accès à une autre réalité.
Ça peut arriver lors d'états méditatifs, par exemple, contempler un soleil, etc. Il y a des cas, hein, en tout cas, qui ont été Ce sont les rapportés. états modifiés de conscience dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous me demandez où est-ce que vous vous situez dessus, Exactement. comme l'hypnose ou la méditation, voilà, où les ondes cérébrales vont être différentes. Où il peut Oui, se oui, passer oui, des choses. Oui. il y a effectivement quelque chose qui se passe, mais à mon sens, ça va même au-delà en fait de notre cerveau. Enfin, pour moi, le cerveau n'est qu'un un filtre en fait, si vous voulez, et que notre conscience, mais c'est mon hypothèse, hein, bien sûr, d'après mon expérience euh, et ma conviction, c'est que la conscience n'est pas créée par le cerveau. Mhm, Mais le cerveau, c'est une sorte de courroie de distribution de l'information. mhm, Et quand on meurt, eh bien, notre conscience perdure. Voilà. oui, Euh, alors, pour revenir à votre question sur cette notion de sens, de pourquoi finalement j'aurais vécu cette expérience, bah, je pense que j'avais besoin, probablement mon âme en fait, avait besoin de me faire comprendre que fallait que je sorte de mon schéma de pensée purement matérialiste dans lequel j'étais, c'est-à-dire où tout n'est éprouvable par A plus B à travers la matière, le tangible ce qu'on peut toucher, et qu'il y a autre chose qui existe. Voilà. Et je pense que c'était mon chemin, en fait. C'est un petit peu le recul que j'ai aujourd'hui, de me dire qu'en fait, c'était presque voulu de la part de l'invisible que j'ai cette expérience. Parce que c'est pas moi qui l'ai provoqué. Je veux dire, j'avais pas pris de substance, ça c'est important que je précise également. Je me suis jamais droguée. J'étais saine, voilà, la sportive, bah voilà, donc ça m'est tombé dessus, quoi. mhm, Donc pour moi, alors voilà, c'est mon âme. J'ose parler d'âme, hein, ce que je n'aurais jamais pu dire il y a 20 ans de ça, parce que c'est au-delà de notre mental, hein. Pour moi, c'est notre âme, ce principe supérieur qui nous donne la vie, qui m'a, comment dire, m'a fait vivre cette expérience pour que j'ai cette prise de conscience qu'il y a une autre réalité qui existe, il y a une autre dimension, voire d'autres dimensions qui existent. Voilà. Et que mhm. ma route, du coup, bah, fallait peut-être à un moment donné bifurquer pour être sur mon vrai chemin, c'est-à-dire celui de l'accompagnement et de la transmission. Voilà. Je suis, en tout cas, c'est aujourd'hui ma réflexion, hein. Ça veut pas Oui, dire que oui, oui, c'est juste, mais c'est tel que je le revis et je le ressens, en tout cas. Mm. oui. Ça résonne, hein, j'ai la même histoire en parallèle et la même interprétation, hein, du fait qu'un bousculement ou un éveil spirituel était nécessaire pour... Après, il Oui, y a toujours la question du libre arbitre, hein, vous auriez pu continuer à faire ce que vous bien faisiez, sauf sûr, que il y a un moment, ça vibre plus, on se rend compte qu'on n'est plus aligné avec qui on est et qu'il faut se réinventer par rapport à ça, en fait. c'est ça, c'est Mm, ça. Et en fait, ça se fait presque naturellement, mm, finalement, parce on se dépouille. Ce genre d'expérience vous dépouille de vous-même, en fait. C'est-à-dire de ce qu'on appelle l'ego, la personnalité. Et c'est extrêmement douloureux parce que on ne sait plus qui on est. mm, Et d'un autre côté, il faut faire confiance en fait à là-haut, moi ce que j'appelle là-haut, pour nous aider à être guidés, à faire les bonnes rencontres, à sentir les choses, être beaucoup plus à l'écoute en fait de nous-mêmes, hein, de notre intériorité, de notre âme, et à l'écoute des signes. Enfin, moi je fonctionne comme ça, des signes, des synchronicités. mm. Donc ça c'est quelque chose aussi que j'ai développé et qui m'était complètement inconnu auparavant, Oui, quoi, dans mon ancienne vie. oui, Avant que oui. je vive cette expérience-là. Oui, et je suis en train de me dire, en fait, euh, cette ces intuitions, ces sens, euh, si ça, enfin, ils se sont peut-être effectivement développés, accrus, ou peut-être simplement qu'ils ont toujours été là et que vous n'étiez pas connecté à eux. Il y a C'est, peut-être justement un branchement qui a été fait, en fait. oui, 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 Mm, c'est possible, c'est mm, possible. Sauf que je n'ai jamais développé ça, en mm, fait, si vous voulez, plus jeune. Et c'est pour ça, l'EMI a été
c'est même plus qu'un boost, ça fait péter tout, quoi. Ça fait péter les choses, hein, pour pour faire émerger ce que l'âme attendait finalement de moi. Ah oui. On va appuyer sur le bouton on en fait d'un coup. Mm. C'est ça, exactement. Mm. Alors, comment votre entourage a un petit peu réagi finalement à cette transformation qui a l'air d'avoir été assez progressive? Vous aviez parlé d'un cheminement, etc. Euh, ils vous, est-ce qu'ils vous ont cru? Est-ce qu'ils se sont montrés curieux et que ça les a ouverts aussi? Ou est-ce que, bon, ça c'est quelque chose qui leur parle pas? Alors, j'ai pas, à part à quelques amis très très proches, hein, vraiment intimes, auxquels j'ai parlé, et qui se sont montrés ouverts et qui ne m'ont pas jugé, parce que je suis Mm. pas quelqu'un à raconter des cracks, des carabistouilles comme on dit aujourd'hui. Donc, ils ont accueilli ce que j'ai dit. Après, mes parents, c'est venu beaucoup plus tard, en fait, que je leur ai parlé de cette expérience. Voilà, parce que c'est pas du tout leur univers, leur Oui. monde, etc. Donc, par rapport après à ma transformation professionnelle, bah, elle a été bien accueillie en me disant, bah, si c'est vers ça que tu as envie d'aller, que tu es heureuse, c'est OK. Donc, en fait, finalement, ça a été assez fluide de ce côté-là. J'ai pas eu d'opposition ou de gens qui m'auraient dit mais non, c'est des bêtises, ça n'existe pas. J'ai pas eu ça. C'est une chance parce Oui. que voilà, pour beaucoup d'expérienceurs, c'est pas forcément le cas, surtout quand ils en parlent assez rapidement euh, autour d'eux, à des voilà, tout le monde Mhm. n'est pas forcément ouvert à ça. Mhm. Mhm. Comment vous expliquez, on a parlé tout à l'heure du fait que les expérienceurs, donc il y avait beaucoup de dénominateurs communs dans les expériences, et puis d'autres traits qui sont totalement propres, totalement uniques à ces expériences. Euh, Comment vous expliquez en fait le fait qu'il y ait des choses communes et puis le fait qu'il y ait des choses qui soient très positives, très négatives, l'individualisation de l'expérience en même temps que une certaine forme d'universalité. Je ne sais pas si je suis claire. Oui, oui, oui. Alors effectivement, c'est très juste. Il y a ces étapes-là qui sont en commun. Alors pour rappel, hein, c'est la sortie de corps, la personne qui peut traverser des murs. Voilà, c'est des choses qui ont été rapportées. Le tunnel, les présences, effectivement, dans le tunnel, les défunts, voire les guides également. La lumière, des êtres et des défunts qui attendent. Parfois, il y a des personnes qui vont à un jardin. Il y en a qui ont des revues de vie, Oui. le fameux bilan de vie. Ou jugement, certains l'appellent le Voilà. jugement, ouais, ouais. C'est ça, exactement. Donc, et tout le monde vit pas. Il est extrêmement rare de vivre toutes ces étapes. En fait, Oui. toutes ces étapes ont été décrites par Raymond Moody, donc qui était psychiatre, enfin qui est psychiatre américain et qui a étudié les expériences de mort imminente, donc en hôpital, avec des personnes qui avaient des arrêts cardiaques. Mais tout le monde ne vit pas l'ensemble de ces étapes, en fait. Alors pourquoi? Je sais pas, je saurais pas dire. Par contre, effectivement, on distingue deux types d'expériences, deux types de MI. L'une dite positive, c'est-à-dire la personne se retrouve dans de l'amour, baigne dans l'amour, voilà. Et puis d'autres, au contraire, où c'est le néant. Statistiquement, on dit que c'est quand même moins important que Oui. les EMI positives, mais je me méfie beaucoup des statistiques parce que euh, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas. Déjà, quand on vit une EMI, on n'est pas forcément disposé à aller voir quelqu'un qui fait ses stats, enfin qui s'occupe Ah de oui. ça dans un premier temps pour en Mhm, parler. mhm. Et encore moins quand c'est une EMI négative, parce qu'il y a une peur. On se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal dans ma vie pour vivre ça? Oui, qui peut être très angoissante, ouais. Donc ça Mhm, peut être mhm. extrêmement angoissant. Alors, ce qui se dégage par contre souvent dans les expériences de mort imminente dites négatives, c'est que ce sont des personnes qui
soit avaient pris des médicaments, donc de la drogue, hein, des choses comme ça, soit qui avaient des tendances suicidaires, donc qui avaient vraiment des idées extrêmement noires, et finalement qui se retrouvaient dans l'état d'esprit, dans un néant dans lequel ils étaient intérieurement. Voilà. D'accord. Mais cette noirceur, en fait, cache la lumière. C'est-à-dire qu'une fois que la personne prend conscience que elle est dans la noirceur et qu'il y a la lumière qui est présente et qu'elle va vers la lumière, elle passe à autre chose. Donc c'est pour ça que l'état d'esprit aussi peut jouer. Maintenant, moi, mon état d'esprit, si je reviens à mon expérience, bah, moi, j'étais pas du tout dans ce trip-là. Oui, Donc, ouais, ouais. c'est des gens que je connaissais pas, des êtres que je connaissais pas. La musique, j'ai jamais entendu. Euh, Mon cerveau, pourquoi il aurait fabriqué ce truc-là? À la limite, si mon cerveau ça avait été une hallucination, bah, il m'aurait mis des défunts ou des personnes que je connais. La musique, ça aurait été quelque chose que je connais, mais là, c'est rien de tout ça. Donc, j'en sais rien. Je ne sais pas. Je peux pas savoir pourquoi j'ai vécu, enfin, pourquoi j'ai vécu cette étape-là, en fait, si vous voulez, de l'EMI. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une expérience qui est universelle, dans le sens où on la vit sur tous les continents, dans tous les pays, peu importe la culture, peu importe la religion. Moi, j'étais pas croyante, donc j'étais pas croyante. Pourtant, j'ai vécu cette expérience. Il y a des gens qui sont croyants et puis qui sont religieux et qui finalement quittent l'église ou autre dans lequel ils étaient. Mhm. D'autres qui deviennent croyants, etc. Et en fait, l'expérience est vraiment propre à chacun. À mon sens, c'est parce qu'on a tous notre chemin qui est différent. Voilà, on est tous uniques et différents. Et donc, là-haut, à mon sens, veut nous montrer, euh, nous donner des indications pour qu'on change les choses de notre vie et pour qu'on prenne conscience que ce qui compte réellement, c'est l'amour. Et c'est vraiment ça. Ça fait partie de nous, c'est la base de nous, mais vraiment, c'est le socle. Et c'est ça, l'amour et la lumière qu'on a en nous et qu'on va retrouver de manière puissante, en fait, à notre mort biologique. Là, on est à chaque fois obscurci par nos pensées, parce qu'on est dans un monde de matière, parce qu'il y a les obligations, il y a les factures à payer, il y a les problèmes avec un tel, etc. Donc forcément, on oublie ça. Mais l'important, à chaque fois, c'est de se positionner au niveau de notre âme et non au niveau de notre personnalité, pour pouvoir justement à chaque fois reprendre le gouvernail. Mhm. C'est un petit peu si je pouvais donner un petit peu une analogie, comme un bateau, vous avez le capitaine et puis le moussaillon. Bah, le capitaine, c'est l'âme et le moussaillon, c'est le mental. Il est au service, le petit moussaillon du capitaine. C'est le capitaine qui dit, bon, bah, allez, moussaillon, tu vas faire ci, faire ça sur le bateau. Et non, l'inverse. Or, aujourd'hui, notre société dans laquelle on est, en Occident du moins, et en France plus particulièrement, eh bien, on fonctionne à partir uniquement de notre mental. Et puis là, ben, en fait, on ne sait même pas que ça existe. On ne sait pas. On Mhm. n'est pas à l'écoute de nous, de nous-mêmes, de notre cœur, de notre sensibilité et donc de notre vulnérabilité, parce que ça passe par là aussi. Alors, depuis 10 ans, vous êtes donc reconverti finalement dans Oui. l'accompagnement, l'énergétique, etc. Alors, puisqu'on parle un petit peu des mentalités, on va parler de ce qu'on connaît en France en fait. Est-ce que vous avez observé que ces mentalités ont évolué ces dernières années et quel progrès notre société doit encore faire ouais, pour plus d'amour et plus de bienveillance? Parce que Hmm. vous êtes dedans depuis plus longtemps que moi. Alors, oui, je trouve qu'il y a une évolution. Très honnêtement, il y a une évolution, il y a une ouverture. Déjà, je vois au niveau de mes parents, mon père qui n'était pas du tout ouvert à ça et puis qui s'ouvre. Voilà, donc moi, ça me fait du bien. Mhm. Parce qu'on a des discussions, parce qu'on a des échanges sur tout ça. Et c'est un beau cadeau, à mon sens, qui lui est fait également. Et ma maman aussi, bon, même si elle a quelqu'un qui est beaucoup plus intériorisé, voilà, elle entend tout ça également. Et puis au niveau des scientifiques, je vois bien que ça évolue. Moi, j'ai bah, justement des scientifiques qui sont venus vers moi pour travailler avec moi, en fait, si vous voulez, sur cette thématique-là de la conscience. Et, euh, et, et, et ça prouve bien, et c'est des gens enfin, qui sont vraiment ancrés dans un scientifique matérialiste, mais ouvert. Et ça, c'est intéressant parce que on peut être matérialiste. Je veux dire, moi, je l'étais avant.
mais j'étais fermée. Ça, c'était mon problème. C'est que j'avais cette conjugaison d'être matérialiste et fermé, alors que là, les personnes, ces scientifiques-là, sont matérialistes mais ouverts. Ouais, Donc ça, c'est intéressant parce que ils n'ont pas d'a priori. Et on chemine à travers les expériences. Voilà. Et ça, pour moi, d'ailleurs, c'est la vraie définition d'un scientifique. C'est finalement partir de l'expérience, de l'observation, ouais, pour ensuite cheminer, pour se dire, ah bah tiens, mais ma théorie, là, elle est peut-être pas juste finalement. Peut-être que sur la base de ce que j'observe, de ce que j'expérimente, eh bien, la théorie doit être revue. oui. Voilà. Mhm. Et c'est ce que j'observe, hein, et dans des milieux qui sont a priori considérés comme plutôt fermés. Ouais, Donc voilà, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et à mon sens, il y a deux mouvements à mon sens aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui luttent encore sur l'ancienne manière de penser, c'est-à-dire très dans la matière, et qui du coup, ça crée des angoisses et des peurs terribles de lâcher, parce que le monde, on voit bien, il va vraiment mal. Et des gens, au contraire, qui s'ouvrent et qui se disent, mais c'est la solution, c'est une des solutions de s'ouvrir à cette autre dimension qui fait partie de nous pour pouvoir changer les choses. oui. Parce que c'est à l'intérieur, une fois qu'on change à l'intérieur, eh bien, ça change effectivement, on peut changer également notre monde. Voilà, comme le disait Gandhi, hein, soit le reflet du changement que tu veux Que tu voir voudrais, ouais. dans le monde, enfin je Mm. sais plus, enfin, Oui. quelque chose de Mm. similaire, mais c'est vraiment ça. Donc on a besoin en fait aussi du coup d'un changement de ce qu'on appelle de paradigme, de manière de penser, de réfléchir, et donc d'intégrer ce genre d'expérience pour évoluer. Et ça, c'est vraiment dans tous les domaines et de pas sectoriser les domaines de recherche dans le domaine de la science. Pour moi, il n'y a pas et d'un côté la science et de l'autre côté la philosophie et de l'autre côté la santé, etc. Pour moi, tout ça, c'est relié et à mon sens, il faut que notre vision soit transdisciplinaire, c'est-à-dire que tous ces chercheurs de ces univers a priori différents puissent mettre leur savoir, leur expérience, leur connaissance en commun pour laisser émerger quelque chose de nouveau. C'est un peu comme en chimie, en cuisine, en fin de compte. Mm. euh, Quand on met deux ingrédients ensemble, bah, ça peut donner quelque chose Un de bon nouveau. gâteau. Un beau gâteau au Mais, chocolat. mais oui, 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 tous les points de vue, en fait, sont pas incompatibles. Au contraire, ils sont le reflet ils sont un angle de vue, une perspective qui, si on les additionnait, permettrait d'offrir une vue d'ensemble, peut-être de ce monde qu'on n'arrive pas encore forcément à expliquer, à définir. Ouais. C'est Mm, ça, mm, exactement. Et oui, oui, je pense que on est un peu à la traîne par rapport à d'autres pays, notamment en Orient, où on considère l'être humain d'une autre manière, beaucoup plus holistique, mm. c'est-à-dire en intégrant cette dimension aussi spirituelle finalement, et que la mort n'est qu'un passage. Pour nous, tout est tabou, hein. Enfin, il y a énormément de choses taboues en France et de peur et d'angoisse. Donc, pourquoi on est on est le pays le plus consommateur de Les médicaments anxiolytiques. Ouais. anxiolytiques, Mm, etc. Bah voilà, parce on est coupé de nous-mêmes. ouais. On est coupé de Mm. nous-mêmes. C'est ça le drame en fait. On est coupé de nos émotions, on est coupé de nos sensations et de notre âme. Oui, d'ailleurs, donc je me faisais la réflexion dans le deuil. euh, euh, les médicaments sont souvent trop prescrits. Je ne dis pas qu'il n'y a pas jamais matière à les prescrire, puisqu'il y a des façons de traverser le deuil où on tombe dans la dépression clinique, par exemple, donc, où on a besoin en fait de produire, je crois que c'est la sérotonine qui va vraiment modifier la chimie du cerveau pour pouvoir Mm. trouver cet élan d'énergie pour se raccrocher à la vie, etc. Ok, mais le fait pour les médecins de prescrire systématiquement des médicaments pour pallier à la douleur du deuil, qui au passage est normale et doit être traversée, eh ben c'est, comme vous dites, couper des émotions qui doivent être exprimées, c'est les réprimer, et sur le long terme, ça n'aide pas. Donc, à Oui, prendre avec, donc ça doit être évalué avec un professionnel de santé mentale, mais voilà, moi je pense que les médecins ont pour rôle de absolument traiter, faire disparaître les symptômes.
c'est parfois mettre un pansement sur une jambe de bois et Oui, ça revient plus tard. Mm. bien sûr, parce qu'en fait, ça traite pas la problématique de Mm. fond, mais juste d'un point de vue superficiel, en fait. Mm. Donc, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il y a un vrai travail derrière à faire d'accompagnement, d'un point de vue psychothérapeutique, d'un point de vue émotionnel, etc. Donc, ça va au-delà de juste un médicament. Enfin, c'est pas vivable sur le long terme de toute façon. C'est, Mm. Alors tout à l'heure, vous aviez parlé du fait que, enfin à la fois l'universalité et la singularité, donc on va dire des EMI, mais donc aussi de la mort, et puis ben justement du deuil, puisque tout le monde dans sa vie va traverser un ou des deuils, et que chaque deuil est unique également, et vous souhaitiez faire le lien avec la façon dont votre expérience a changé, votre vision de la vie, de la mort et votre approche du deuil également. oui, 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 tout à fait. Euh, En fait, je me dis que si je n'avais pas vécu cette expérience-là, effectivement, j'aurais pas eu conscience que la mort n'est qu'un passage, n'est qu'un changement d'état. Et ça, c'est vraiment important. On est, à mon sens, bien sûr, on est des êtres finis d'un point de vue biologique. Et d'ailleurs, c'est pour ça, hein, les peurs, la plus grande peur, enfin, une des plus grandes peurs de l'être humain, c'est la peur de la mort, hein. Donc, la peur de l'inconnu, la peur du changement, qu'est-ce qu'il y a derrière, etc. Symbolique et réel, bien sûr. Et si on n'avait pas cette finitude-là, on ne se poserait pas les questions du sens de notre vie. En fait, la mort, justement, quand on y est confronté, directement ou indirectement, c'est-à-dire que voilà, on a des personnes de notre famille qui sont en fin de vie, etc. En fait, ça nous renvoie à nous-mêmes, à finalement, qu'est-ce qu'on veut vivre comme vie. Il y a une sorte d'essentialité, je trouve, hein, qui opère en se disant, mais finalement, ben moi, j'ai cette conscience que le compte à rebours, il est lancé depuis, mais pour tout être humain, depuis notre naissance. C'est-à-dire qu'on croit comme si on va vivre éternellement dans notre tête, d'un point de vue, là j'entends être humain, personnalité, alors que le compte à rebours, il est lancé, on ne sait pas le jour et la date de notre, et le jour et l'heure de notre mort. Et ça, justement, c'est se dire que c'est un jour de plus qu'on vit, durable, j'allais dire, c'est remercier la vie pour ça, et y mettre du sens, et surtout faire des choses qui sont en lien et en cohérence avec nous-mêmes. Euh, enfin voilà, c'est pas quand on est, enfin, malheureusement, il y a beaucoup de personnes et je me permets de donner cet exemple-là parce que j'ai accompagné une dame qui est psychologue et en fait qui a découvert qu'elle avait un cancer du cerveau. Et si elle n'était pas du tout ouverte, un invisible avant, voilà, pas fermée mais pas ouverte. Et son cancer, en fait, elle estime que ça a été développé parce qu'elle a vécu une agression extrêmement violente voilà, chez elle, eh bien, ça lui a permis de s'ouvrir en fait au monde de l'invisible et donc à la spiritualité. Et en fait, elle prenait sa maladie comme un cadeau. Mhm. Oui, À ça revient 60 ans, souvent chez les malades de cancer, hein. c'est Mm. ça. Parce que justement, on revient à cette notion de finalement, je prends conscience que je peux mourir demain, que je suis faible, que je ne suis pas qui je crois être. Donc, il y a tout plein de choses, hein, de pelures qui tombent et où on va se laisser j'allais dire, nos tripes sur la table en se disant, mais qui je suis? Qui je suis? Et ça, c'est une vraie question. Et ça remet en perspective, du coup, les, qu'est-ce qui est important dans la vie? Mm. Voilà, c'est à chacun de le définir, bien évidemment. Mais en tout cas, il y a quand même des valeurs en commun pour toutes ces personnes-là, c'est cette notion d'amour, hein, en tout cas. Mm. Voilà, Qui revient beaucoup. ça revient Ouais, beaucoup. ouais, ouais. Ouais. Et en fait, vous dites tout le monde sait que, enfin, a conscience que on est là pour un temps limité, etc. Mais en fait, non, justement, non. Je pense que la peur met dans le déni
Et Oui. du coup, l'annonce de la maladie met au pied du mur et là, les questions, on est obligé de se les poser en fait. Exactement, Mm. exactement. Mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes, en fait, qui vont entendre la sentence, j'allais dire le diagnostic, Oui. mais qui ne vont pas faire un travail intérieur et Ah qui bah, vont, le déni peut persister. Ouais, ouais. c'est ça, Mm, c'est ça, et jusqu'au bout, en mm, fait. Et donc ne pas, par exemple, se rabibocher avec la famille ou avec des amis, donc rester dans une forme de, un peu d'orgueil hein, finalement, mm. jusqu'au bout, quoi. Et en fait, ça, souvent, les expérienceurs, d'ailleurs, ça revient beaucoup dans le bilan de vie de dire, de montrer l'amour et surtout le non-amour qui a été, donc l'amour qui a été donné, mais le non-amour qui a été aussi, ben, qui n'a pas été donné, l'amour qui n'a pas été donné. Et la notion de pardon est extrêmement puissante. Et je sais que c'est extrêmement difficile à faire parce que euh, on n'arrive souvent pas à le faire parce qu'on se place au niveau de notre mental et de notre personnalité en disant comment je peux pardonner à ce salaud qui m'a fait subir ça, etc. Parce qu'on est au niveau de notre mental, au niveau de notre personnalité. Mais si vous considérez l'autre non pas comme son mental, vous le distinguez, en fait, vous le distinguez de ses actes et vous dites que c'est une âme comme vous, avec, on est d'accord, qui a fait du mal, qui a eu des actions négatives, etc. Mais là, vous rentrez dans un mode relationnel qui est différent, au niveau d'âme à âme. Et je peux vous dire il y a quelque chose d'autre qui se joue. Ça n'a rien à voir. Ça n'a plus rien à voir. Et il y a un processus de libération à l'œuvre qui se fait. Oui, Et ça, je l'ai pu l'observer. C'est vraiment, vraiment puissant. Et il oui. y a eu un cas de guérison. Bon, là, j'anticipe un peu de cas de guérison, puisque voilà, j'ai travaillé sur cette thématique-là des guérisons inexpliquées. Donc, pour mon livre voilà, qui sort en À octobre. Et sortir. du coup, et du coup, en fait, ce pardon, la notion de pardon est revenue. Et la personne, une fois qu'elle a pardonné, elle a été guérie de sa maladie. Il n'y avait plus rien. Plus rien. Donc on voit bien qu'on peut se créer nous-mêmes aussi notre maladie, mais aussi se guérir par un processus de libération émotionnelle où on réinforme d'une certaine façon notre corps et nos cellules. Alors après, bien sûr, c'est pas du 100%. Il y a des gens pour qui malheureusement ça va pas le faire. Et ça, s'il y a un mystère qui nous dépasse de pourquoi on guérit pas. Certains vont, voilà, il n'y a pas de clé, c'est pas un protocole. Enfin, Mm, la vie fonctionne pas comme ça. oui. Il y a un mystère derrière tout ça. Mais, euh, mais en tout cas, le pardon, c'est vraiment, vraiment quelque chose de libérateur et même dans l'au-delà. Ça aussi, c'est important. Alors ça, dans le podcast de spiritualité, j'ai un épisode sur le pardon avec Evelyne et là j'ai un trou de mémoire sur le nom de famille. Mais donc je vous invite à regarder dans les épisodes précédents sur la force du pardon puisque Evelyne a perdu sa petite fille qui était âgée de 7 ans qui a été en fait assassiné par donc son ex-conjoint de l'époque, le papa de cette petite fille, et qui a réussi à pardonner. Et donc Mm. elle explique euh, comment, ça lui a pris du temps, hein, mais elle explique un petit peu sa démarche de pardon et que surtout le pardon l'avait libérée elle. Je fais le parallèle avec la guérison. En fait, ce pardon l'a guérie d'une rancœur et d'une colère qui gangrénait en elle. Mais elle dit un vrai pardon ne peut être fait que s'il vient vraiment du cœur. On ne peut pas dire pardon pour dire Ah, pardon. bien sûr, Ça bien se sûr. passe, et c'est toujours là en fait, on descend de la tête Oui. vers le cœur, donc du moussaillon au capitaine ou l'inverse, du coup. Du Euh, Moussaillon au capitaine, c'est ça. au Ah capitaine, j'ai oui, bien suivi. Voilà. Mm. c'est exactement ça. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Alors, est-ce que vous avez un ou des conseils, messages pour aider les personnes en situation de deuil dans leur cheminement? Alors, ce que je peux, je sais pas si c'est un conseil, mais du moins leur dire qu'ils sont accompagnés de l'invisible. On est tous et toutes accompagnés par des êtres dans l'invisible qui nous aident en fait dans
dans toute situation, et notamment dans des situations de désespoir. On les voit pas forcément, on les ressent pas forcément parce qu'on est complètement bouleversé, bien évidemment, par la tristesse, par la colère. Donc, ce sont ces émotions qui prennent le dessus, mais on est accompagné en permanence. Et en avoir conscience, je trouve que ça, en fait, ça apaise. Et j'allais dire que il faut essayer dans la mesure du possible de pouvoir en fait se relier aussi à ces êtres. Alors après, voilà, il y en a qui vont appeler ça, qui vont les appeler l'ange gardien, le guide, peu Les importe. anges, les guides, ouais, c'est ça. Mhm, mhm. C'est chacun après à sa propre dénomination, mais c'est, j'ai envie de dire aussi que la personne, elle continue son chemin de l'autre côté et qu'elle est toujours en fait présente d'une certaine façon auprès de la personne qui reste sur Terre. Et elle vous entend. Voilà, c'est ça que je veux dire aussi, c'est qu'ils nous voient de l'autre côté, ils nous entendent et, et vous pouvez leur demander des signes également. Voilà, ils- quand ils peuvent, voilà, quand ils peuvent en donner, effectivement, ils en donnent. C'est pas non plus systématique, bien évidemment, hein. Et je pense qu'il faut pas trop demander non plus parce qu'on a un processus aussi intérieur à, voilà, à faire, à continuer euh, et accepter, en fait, hein, que les choses soient comme ça, même Qui si est, on ne oui, comprend si pas. on... Pardon. Mhm. Je me dis, si on se place dans dans les différentes phases de deuil, enfin, ce que c'est que le travail de deuil, c'est donc le rupture du lien extérieur qui nous relie à la personne et l'intériorisation Mm. de ces liens. Donc la relation peut se poursuivre, mais évidemment pas comme elle était dans la vie matérielle, c'est évidemment pas possible, mais on peut créer une connexion différente. Et Mm. juste avant que nous commencions notre interview, je répondais justement à un message d'une personne endeuillée, alors c'était sur Facebook, je ne la connais pas, mais dont le premier anniversaire de décès de la maman approche à grands pas et qui redoute évidemment cette date. Ce sont des cas qui sont toujours très compliqués puisqu'elle réactive la douleur et qui demandait mais comment je peux faire pour gérer. Et donc je lui suggérais peut-être de mettre en place un petit rituel, quelque chose qui ait du sens pour elle et puis qui puisse créer un bel hommage d'amour avec sa maman. Oui, Une tout à fait. façon de se connecter à elle ce jour-là qui Tout à pouvait fait. passer par allumer la bougie, faire un gâteau ou sa recette préférée, aller dans un endroit où elle aimait, ou acheter un bouquet de ses fleurs préférées pour la maison. Et du coup, je sais pas, par la pensée, en fait, il y a toujours une attache, en fait, Mm. un lien qui est là, sauf qu'il est intériorisé, Tout mais à qui est fait. très apaisant, surtout on le fait avec sens. En fait, on choisit pas un rituel au pif, c'est quelque chose qui doit symboliquement faire sens dans le lien entre la personne décédée et la personne qui reste. Tout à fait. Tout à fait. Je vous rejoins complètement sur ce que vous venez de dire. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci. Et puis, alors, vous dites, on est toujours accompagné euh, quand on est dans la douleur et au fond du trou, on se sent très seul et on peut réfuter ça avec beaucoup de colère, en fait. Oui. Je sens rien, non, c'est pas vrai, c'est des conneries, tout ça, ou Oui. voilà. Donc on n'est pas obligé d'y croire à cette supervision spirituelle, si on peut dire. Euh, on peut aussi se faire accompagner sur Terre par des terriens. Bien Hein, sûr. bien, Alors, l'accompagnement du deuil, ce que vous faites, ce que je fais, ce que beaucoup d'autres font pour apporter un petit peu des clés, puis aider à réguler ces émotions qui sont extrêmes dans les périodes de deuil, et puis armer pour continuer vers l'indépendance émotionnelle et pour continuer sa vie tout en gardant la personne à l'intérieur. tout à fait. Je suis d'accord avec vous. De toute façon, c'est pas il faut, être accompagné effectivement par
des thérapeutes spécialistes du domaine, qui soient dans l'écoute, dans la bienveillance, le non-jugement. Effectivement, c'est important. Il y a à la fois donc dans ce monde de matière dans lequel on est, mais aussi de garder, comme vous dites, en soi ce lien en fait d'amour avec la personne qui est partie de l'autre côté du voile, comme on dit, Mm. et qui est toujours là en fait. Elle est toujours bien présente et elle entend. Enfin, voilà, pour moi, elle entend et juste pour rebondir sur ce que vous disiez, j'ai le cas d'une dame. Alors, complètement. Alors, elle avait perdu sa maman, et c'est parce que justement, vous parlez d'anniversaire de départ de la maman Mm. d'une dame qui vous a écrit. C'est pareil, on fait une séance, elle me dit, mais voilà, moi je veux bien y croire à tout ça. Mais j'ai eu beau demander des signes depuis le départ de ma mère, je n'ai eu aucun signe. Donc j'en viens à me dire que tout ça, c'est des bêtises, ça n'existe pas. Alors je lui dis, mais vous êtes sûr, mais vous n'avez pas eu des lumières qui clignotent ou ce genre de manifestations un petit peu avec l'électricité? Elle me dit, oui, mais ça peut être un problème, alors très rationnel, très Électrique. problème Mm. électrique, hein, tout simplement. J'ai fait, oui, c'est vrai, c'est une possibilité. Donc voilà, on finit la séance de cette manière-là, en me disant, bah mince, effectivement, moi j'ai ma conviction, mais elle n'a pas eu sa preuve, on va dire, en tout cas un élément qui lui permette de dire, oui, sa maman continue à vivre de l'autre côté. Il ne s'agit pas pour vous d'essayer de Ah l'affirmer et non, de lui d'imposer vos convictions non plus, hein. non, c'est ça, parce Ouais. qu'en fait, voilà, pour moi, chacun vit ce qu'il doit vivre et moi, j'ai mes convictions, j'ai mon Mm. expérience, j'ai mon vécu qui est différent, bien sûr, de chacun. Il y a des personnes de toute façon, voilà, ça se passera pas comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que quelques mois après, elle m'envoie, en fait, un message et elle me dit, c'était l'anniversaire de sa maman. Mm. La veille, avant de s'endormir, elle dit, Maman, si tu continues à être de l'autre côté, s'il te plaît, donne-moi un signe, interviens dans mon rêve cette nuit. Elle se réveille le lendemain matin, elle n'avait pas fait de rêve avec sa maman. Donc là, elle se dit, ça y est, bon, moi c'est fini tout ça, je n'y crois pas. Et elle descend de son lit, et il y avait une plume d'oiseau Mm. blanche Mm. dans sa chambre. Et elle me dit, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pas mon mari qui l'a mise. Il y avait pas, on s'est endormi, il n'y avait pas de plume, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'objet. Comment expliquer ça? Donc, pour elle, c'était sa maman lui avait donné un signe, en fait, mais Là, qui ça a fait correspondait sens pour pas. elle, hein, tout à coup. Ouais. Et ça Mm. faisait sens Mm. pour elle. Mm. Voilà, exactement. Mm. C'était pas possible rationnellement. J'entends, voilà, quelqu'un n'aurait pas fait une blague, bien évidemment, lui apporter ce genre d'éléments chez elle. Donc voilà, parfois, on n'a pas les éléments tels qu'on le veut. C'est jamais, c'est très rare d'avoir, parce qu'on va demander, on va avoir une réponse forcément. Non, je crois qu'il faut aussi démystifier cette chose-là. Mais en tout cas, se dire que voilà, la personne, elle est là de l'autre côté de toute façon et elle est dans notre cœur aussi. Et ça, c'est important, de l'honorer. Mm. Ouais. Merci. Je vais vous poser quelques questions de la fin à brûle-pourpoint que je pose à mes différents invités. Euh, Vous êtes prête? Oui, je suis Oui. prête. Pour vous, qu'est-ce que c'est la spiritualité? Pour moi, la spiritualité, c'est c'est être relié à beaucoup plus grand, savoir que je ne suis pas en fait un être humain qui a un esprit, mais plutôt un esprit qui fait l'expérience d'un corps physique. Voilà. Ça, Donc c'est là, en Pierre fait, si vous Teilhard voulez. de Chardin, je C'est l'air de crois. Chardin, c'est Ouais. ça. Nous ne sommes pas Euh, un être humain faisant nous ne sommes pas un être humain faisant une expérience spirituelle, mais un être spirituel faisant Spirituel. une Mm. expérience, vivant une expérience humaine. Humaine. Voilà, Oui. ça Oui. change tout parce que c'est ce fameux capitaine dont je parlais voilà, qui est l'âme, qui est aux commandes en fait de notre vie et qui continue à vivre au moment de la mort biologique. Oui. Oui, encore une fois, et c'est juste en fait un petit changement de perspective, en fait, Oui, c'est ça. d'inverser les points de vue et puis de C'est se dire, bon, ça. bah, alors du coup, et si on voit les choses comme ça, qu'est-ce que...
Qu'est-ce qui en ressort en fait? C'est ça, exactement. Et effectivement, en changeant de point de vue, en changeant de regard, eh bien, on voit les choses différemment et c'est beaucoup plus apaisant. C'est beaucoup plus apaisant, en fait. Mm. Et Mm. ça donne plus de sens également à nos vies. Parce Oui, qu'on a besoin, en tant qu'être humain, ça, voilà, on a besoin de donner du sens à nos vies. Après, c'est chacun, bien sûr, qui donne son propre sens à sa vie, hein, on est d'accord. Mais l'être humain fonctionne comme ça. On a besoin d'avoir du sens, de vivre, mm. de faire un travail qui a du sens, de vivre des relations qui ont du sens, pour être bien, pour être Oui, heureux. oui. Alors du coup, hein, vous avez un peu empiété sur la question, anticipé plutôt sur la question d'après. Quel est le but de la vie selon vous? Alors, le but de la vie, c'est aimer, en fait. C'est juste ça. Ah ben j'en étais sûre que vous alliez dire ça. Vu comme c'est revenu en fil rouge, je me suis dit, si elle dit pas l'amour, là je serais étonnée. Ok. En fait, c'est l'amour, bah, en fait, c'est l'amour de soi, c'est l'amour des autres et l'amour de plus grand, tout simplement. C'est se dire que nous sommes une petite cellule, vous, moi, tous les êtres humains, nous sommes les petites cellules faisant partie d'un corps beaucoup plus Mm. grand, ce qui fait qu'on est tous en lien, en fait, on est tous reliés. Oui, Et c'est important d'en avoir conscience et qu'on a tous également ce socle commun qui est cette âme, voilà, qui vient faire cette expérience et avec voilà les douleurs, les difficultés, les souffrances, les blessures, on vit tous à un moment donné les mêmes blessures dans nos vies, à différentes étapes, dans différentes circonstances, différents contextes. Mais du coup, avoir cette conscience-là, c'est aussi du coup se dire qu'on n'est pas seul, on n'est pas seul au monde parce qu'on a d'autres congénères en fin de compte qui ont vécu ça aussi et ça fait du bien aussi de se dire ça, quoi. On n'est vraiment pas seul. oui. Surtout, Bien. rappelez-vous-en, hein, vous n'êtes pas seul, ne Ouais. restez pas seul. Il y a toujours des mains tendues, hein, même quand on était au fond du trou, justement, c'est Oui, là, faut pas oui, avoir peur de demander de l'aide. tout à fait, tout à fait. Est-ce que vous avez une routine ou un rituel qui vous permet de vous sentir bien au quotidien? Alors oui, alors moi j'aime beaucoup l'eau, donc je vais souvent, comme j'ai la chance d'habiter en Bretagne, j'aime en fait aller, voilà, pour moi ça me ressource et ça me rend vivante. Je me sens vivante quand je suis près de l'eau ou dans l'eau. Et puis sinon, bah, je prie à ma façon tous les jours. C'est une manière aussi de me relier en fait à l'invisible et de remercier pour la vie, pour les événements, mais aussi de confier, c'est ce que je fais le matin. Je remercie pour bah, cette nouvelle journée qui arrive et je confie tous les événements, les bons comme peut-être les imprévus qui arriveraient dans ma vie, je les confie à, voilà, à plus grand pour m'aider en cas de difficulté. Et je constate, parce que du coup, voilà, j'aime bien observer et voir un petit peu les différences. Je constate que du coup, mon état d'esprit change. Parce que en se mettant dans cette disposition d'esprit de gratitude et puis de se dire que je suis pas seule et je suis aidée, bah, je me sens beaucoup plus apaisée et soutenue. Et, euh, et voilà. Mm. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent hein, en message de fin des invités. Euh, les invités qui sont dans la spiritualité. Cet encouragement à être dans la gratitude dès le réveil, etc. Voilà, c'est quelque chose qui est assez important, qui est une routine, une habitude qui peut, enfin, qui est très simplement mise en place, qui prend pas de temps, que je vous invite à du coup essayer si vous ne le faites pas et puis voir si ça change des choses dans votre vie ou même juste en fait simplement dans votre état d'esprit, dans votre posture pour aborder la journée. Ouais. Mm. Effectivement, je trouve que ça permet en fait aussi de se sentir, moi je l'ai déjà dit, hein, se sentir apaisé, rassuré. Mais du coup on sort de l'ego, on sort de nos difficultés en fait quand on se met dans cette posture-là. C'est comme si du coup on se disait mais finalement on dézoome de nos problématiques, de qui on est. Mm. Et je trouve que ça nous remet aussi à notre juste place parce que
Euh, Souvent, du coup, notre personnalité et nos émotions, etc., prend beaucoup, beaucoup de place. On est beaucoup dans l'attente, on est beaucoup dans l'ici, le maintenant. On veut des Oui, choses tout de suite, on veut des réponses, on veut des résultats. Et en fait, laisser cet espace finalement pour l'imprévu, mais en se disant, OK, même s'il m'arrive des imprévus, donc des difficultés, que je sois triste, que j'ai à peu près des mauvaises nouvelles, eh bien en fait, je vous remets tout ça en fait à plus grand pour du coup être beaucoup plus euh, euh, assagi, apaisé, aidé, soutenu. oui, Et vraiment, on sort de soi-même. Je ne sais pas comment exprimer clairement les choses, mais on garde pas tous nos problèmes en nous, en fait, en faisant ça. Voilà. C'est oui, ça, en fait, le message, hein. On confie nos difficultés à oui, plus grand. On peut écrire également, hein, pour les gens qui ont du mal à faire cet exercice-là. Moi, je conseille aussi d'écrire parce que c'est libérateur, hein. Le processus d'écriture, c'est thérapeutique. oui, tout à fait. Et puis, je me disais, en fait, cette habitude-là, cette intention-là, en fait, c'est un travail de lâcher prise. Euh, on peut lâcher prise sur une situation qu'on vient de vivre et puis qu'on décide, alors soit on y tient et puis elle nous fout les boules et puis cause d'un tas d'émotions, etc. Et on peut décider de la laisser partir. Ça, c'est une fois après qu'elle soit arrivée. Ce que vous proposez, en fait, c'est le lâcher prise avant, dès le début de la journée. Tout ce qui va se Oui, passer, c'est un travail d'acceptation. c'est ça. Pareil pour le deuil et pareil pour... Enfin, mon mari, parfois, je résiste un peu, hein, quand je suis pas parfaite, pas toujours parfaitement ancrée. Il est beaucoup plus zen, lui, hein, et il me dit toujours, mais sois comme l'eau. En fait, même quand tu rencontres des obstacles, tu contournes. Enfin, faut que ça soit Exactement. fluide, en fait. Mm. Dès qu'on essaye d'opposer une résistance dans l'eau, on sent la force du courant. Et du coup, je suis obligée de faire le parallèle avec, parce que vous avez dit deux fois au moins que tout était lié, et je pense à l'image de l'eau, votre deuxième ouvrage, donc après celui qui raconte votre expérience de mort imminente qui s'appelle Mon bref passage dans l'autre monde, vous avez publié Tout est lié sur les propriétés de l'eau. Et d'ailleurs, bah, en fait, c'est à votre image, à la limite de la spiritualité et de la science. Euh, et j'avoue que je l'ai pas encore lu, euh, mais c'est quelque chose que j'ai l'intention de creuser depuis plusieurs mois, euh, puisque j'ai compris ça, que tout était lié. J'ai compris il y a un an et demi. Euh, et, et que du coup, les informations de l'eau, les propriétés de l'eau, le fait qu'on soit constitué de 80% d'eau, je crois, euh, ça... euh, bah, ça a des influences sur la vie, sur la spiritualité. Il y a plein de choses à gratter encore de ce côté-là. Vous voulez en parler un petit peu, du coup, de quelle approche vous avez dans ce livre? Alors, oui, ce livre, effectivement, est orienté sur l'eau, la thématique de l'eau. L'eau qui fait le lien entre le monde visible et le monde invisible. Hmm. Donc après, je parle d'expérience scientifique aussi dedans. Je parle de l'eau sacrée, de l'eau de Lourdes notamment. Ah oui. Mhm. Voilà où j'ai vécu une expérience extrêmement forte en 2019 là-bas. Expérience spirituelle, très transformatrice également. Moi, souvent, c'est des trucs radicaux. Des trucs lourds, quoi, à chaque fois. Ouais, ouais. À chaque Ok, fois, c'était un autre c'est bouton, quoi. Hmm, voilà, c'est un autre bouton, c'est hmm, exactement ça. Mais en général, moi, c'est pas étape par étape, là, hmm. tranquille, tout doux. C'est à chaque fois, bon, on y va, pas franchement. Yeah. Mais oui, oui, ce livre, effectivement, du coup, c'est une enquête, en fait, euh, qui part, qui commence, en fait, à Lourdes, où effectivement, ben, on a vécu une guérison avec une amie. Et je suis allée, on est parti au bain le lendemain. Alors Lourdes, c'est un lieu effectivement spirituel, hein, d'apparition mariale. Euh, donc il y a beaucoup de guérisons par l'intermédiaire de l'eau. Donc ça m'a fait poser des questions sur les propriétés de l'eau. Et donc j'ai enquêté.
Et donc j'ai rencontré des chercheurs, des scientifiques, et puis bah, forcément ça fait poser la question de l'eau qu'on a à l'intérieur de notre corps également. Mm. C'est puisque nous sommes constitués d'eau, comme vous le disiez, hein, et c'est la vie, mais c'est au-delà de juste un élément classique. Pour moi, il y a une vraie vie, et Oui, vie avec un grand V dans cette eau. Euh, donc voilà, après, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail parce d'accord. que ça Oui, oui. prendrait Mm. beaucoup de temps, Mm. mais j'ai découvert énormément de choses qui m'ont passionnée, que je ne connaissais pas parce que j'avais pas du tout en fait, de connaissances sur l'eau. Mm. Et, ça a été passionnant et c'est incroyable, hein. C'est un élément extrêmement simple et en même temps qui a une dimension, comme disait le docteur Patrick Tellier, ça a une dimension mystique, hein, Mm. dans le sens de reliance à l'invisible. Donc, le docteur Patrick Tellier était le médecin du bureau des constatations médicales de Lourdes, en fait, hein. D'accord. Oui, Et, euh, et voilà, donc pour moi, c'est un élément extrêmement important dans ma vie, l'eau. Et j'ai découvert que mon grand-père maternel était sourcier, c'est-à-dire qu'il cherchait de l'eau dans les sols. Mm. Et voilà, je l'ai appris il y a quelques années uniquement. Donc c'est étonnant comment les choses peuvent s'imbriquer dans la vie, en fait. Oui. Il y Pour a, tous les petits curieux, du coup, ouais, moi j'invite. Moi, c'est un des sujets que j'ai prévu de creuser aussi parce que je me dis, je vais encore être euh, épatée par ce que je vais apprendre et ça va encore modifier ou ajouter en fait en tout cas moi au puzzle que j'essaie de reconstituer de ma compréhension ouais, de la vie, de l'univers. ouais. Et tout est lié. Alors pourquoi Oui, juste du coup oui, pourquoi ce titre? Et ça c'est ça qui est assez drôle aussi, c'est que en fait quelques jours après mon EMI, je me suis réveillée donc dans la nuit en disant tout est lié, mais c'était pas moi en fait, enfin c'est pas moi, c'est ma bouche qui disait, bien évidemment, oui, c'était ma parole, oui, mais j'ai dit ça spontanément et c'était autre chose qui m'a traversée, si vous voulez, tout est lié. Et c'est la raison pour laquelle en fait j'ai donné ce titre à mm, mon livre parce qu'en fait pour moi l'eau fait ce lien justement, cette reliance entre nous tous et au-delà de nous, avec ce monde invisible également. Donc voilà. merci pour la petite anecdote troublante. Ah oui, Ouais. Est-ce que vous avez une devise dans une la vie? devise. Mm. Non, j'ai pas de devise. Ok. J'ai pas de devise. Et est-ce qu'il y a autre chose que vous aimeriez ajouter? Je dirais, oh, je reviendrai toujours à cette notion d'amour. Mhm. L'amour de soi, l'amour des autres, hein, et d'apprendre à se connaître aussi. Ça, c'est important et dans la vie. Et de se dire que la mort fait partie de la vie, en fait. Je pense que on n'en a pas assez conscience. Euh, Voilà, c'est quand on l'accepte, en fait, si vous voulez, que ça fait partie du jeu de la vie, eh bien, pareil, on voit les choses différemment et bien sûr, il y a la souffrance, il y a la douleur, on est d'accord, hein, du manque, mais, euh, mais je sais pas s'il y a, il y a c'est une simple transition. Mm. C'est une très simple transition. Voilà, c'est ça que je voulais dire également. Même si c'est compliqué, je sais bien que pour les personnes qui sont pas forcément ouvertes au monde de l'invisible, ça peut être compliqué. Des gens Ouais. qui sont Mm. pas croyants ou qui n'ont pas de spiritualité. Mm. Euh, mais j'invite à ce moment-là à laisser l'espace à l'intérieur d'elles-mêmes pour que plus grand puisse en fait les traverser et leur faire découvrir autre chose. Je pense qu'on va laisser cette belle image comme mot de fin. Et je vais vous remercier vraiment infiniment d'avoir répondu présente à l'invitation, Fabienne. Je mettrai des liens vers votre site, vers vos ouvrages, donc dans les notes de l'épisode. Puis je vous souhaite une très très belle continuation et puis donc plein d'amour.
Merci à vous, Jessica, et merci pour ce que vous faites et vous proposez également aux auditeurs. Bah, Je c'est pense très que c'est très gentil. précieux. Donc, merci à vous, vraiment. Merci, ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. Deuil et spiritualité est produit par moi-même, y compris la musique jouée au handpan. Pour me suivre ou me contacter, rendez-vous sur mon site jessicatricno.com. Vous trouverez le lien dans la description. Pour aider à toucher et inspirer d'autres personnes dans leur cheminement, puis-je vous demander une minute de votre temps pour laisser une note étoilée au podcast ? Merci infiniment pour votre attention et votre confiance. Prenez soin de vous et à bientôt.